Salut tout le monde, bienvenue à ce balado de tennis à la volée. Les deux Maxime, comme à l'habitude, en studio pour parler actualité tennis. Et comment Max passer outre pour commencer que cette deuxième finale en l'espace de quoi 2-3 semaines pour Denis Shapovalov, mais cette fois-là c'est un Masters 1000, a atteint la finale contre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Quand même toute une fin d'année pour Denis Shapovalov qui, l'espace de 2-3 semaines, est passé du 34e jusqu'au 15e rang mondial. C'est sûr qu'il y a eu un peu d'aide de Rafael Nadal avec son forfait en demi-finale qui lui a permis de se rendre jusqu'à cette finale contre Djokovic. Mais quand même de superbes victoires qui sont bonnes pour la confiance pour terminer l'année 15e pour Shapovalov, notamment Zverev. Il y avait mon fils aussi, une de ses belles performances de l'année. Donc, Exactement, puis si on ajoute aussi un Fabio Fognini en début de tournoi aussi du côté de Shapovalov. Donc véritablement une belle fin de saison pour notre Canadien qui va terminer justement comme le Canadien le mieux classé avec son top 15, tu l'as mentionné. Félix qui a glissé lui tout juste hors du top 20, on le sait en raison de sa blessure à une cheville. Et là on voit que tout fonctionnait pour Shapovalov dernièrement. Si on enlève ce petit creux de vague des milieux de saison, c'était difficile à prévoir que c'est lui qui allait terminer comme étant le Canadien le mieux classé parmi les trois, si on veut, avec Milos Raonic. Finalement, il a tout simplement semblé libéré de tout un poids sur ses épaules lorsqu'il a remporté cette fameuse demi-finale à Stockholm. Ensuite, enchaîné avec cette finale. Et là, il s'est présenté encore une fois à ce Masters 1000. Tu l'as mentionné, il y avait de très bons tests devant lui. C'était véritablement très relevé. Puis on sait que l'enjeu pour plusieurs de ces joueurs est important pour ce tournoi. On parle notamment au mieux se classer pour la fin de la saison. Il y avait encore des enjeux en ce qui concernait les finales de l'ATP également. On pense à Zverev notamment qui, lui, est parvenu à se classer. Là, il pourra défendre son titre à Londres. Donc au moins, la mise est sauvée pour ce qui est de l'Allemand. Mais Shapovalov, pour revenir à lui, a véritablement fait ce qu'il devait faire. T'es chanceux, oui, la demi-finale n'a pas eu à la jouer contre Nadal. J'aurais bien aimé voir ce qui aurait donné ce match entre les deux joueurs. Shapovalov qui semblait tout simplement sur une lancée après son match contre Gaël Monfils. A eu un peu plus de repos que Djokovic pour sa finale. Puis encore une fois, le Serbe, cependant, a le numéro véritablement de Shapovalov. C'est déjà une 4e victoire pour le Serbe contre le Canadien cette saison. Il faut dire, je pense que simplement la façon de jouer de Novak, lui, s'y est bien contre Shapovalov. En fait, on voit que ses retours sont tranchants. Si je me souviens bien de la statistique, il est 14 en 17 en retour de deuxième balle contre le Canadien, qui avait tout de même un très bon pourcentage de réussite en première balle. C'est pas là que ça s'est joué. C'est pas avec le premier service de Shapovalov qui a été à la hauteur comme le reste du tournoi. C'est vraiment, à mon avis, dans le jeu au retour. Djokovic a tellement bien servi, surtout en première manche, que il n'y avait pas grand-chose à faire pour Shapovalov qui n'était pas capable de remettre des premières balles de service en jeu. On sait qu'avec Youzhny, ils ont beaucoup travaillé sur son retour, bloque de plus en plus la balle, un peu comme un gars comme Stan Wawrinka le fait. Ça a marché contre plusieurs adversaires durant la semaine. Contre Djokovic, il n'y avait tout simplement pas de réponse là parce que, je pense que il y a beaucoup de variations dans les services de Djokovic. C'est une des raisons pour lesquels probablement Shapovalov n'a pas réussi à être aussi compétitif dans cette finale-là qu'il l'aurait souhaité. Mais comme tu l'as dit, 4 défaites en 2019 en 4 matchs contre Djokovic. Une seule manche remportée durant ces 4 matchs-là pour Djokovic, pour Shapovalov. Et c'était à leur premier affrontement, c'était en janvier dernier au Australian Open. Mais ça serait gourmand là, quand même de dire qu'on est déçu de cette performance-là en finale. Là, c'est tout simplement, ça s'est joué sur quelques jeux. Denis disait que c'était pas la nervosité qui a fait en sorte que à son premier jeu du match, ça l'ait fait chipper. Ouais. Déjà 3-0 Djokovic tôt dans le match contre l'élite mondiale, contre un membre du Big Three. Tu as l'impression que c'est une montagne encore plus grande à gravir que contre n'importe quel adversaire. Soudainement, tu es à 1-4, tu es à 2-5. Ça a l'air compliqué de revenir de ça quand tu te crées un tel fossé contre Djokovic. Et Djokovic était littéralement un mur dans cette rencontre pour ce qui est, oui, du retour de service, mais que dire à son propre service. Shapovalov a eu une seule chance de briser, n'a pas été en mesure de concrétiser à la deuxième manche. C'est tout ce que le Serbe lui a offert en réalité, parce que si on oublie, comme tu l'as mentionné, ce début de match, en fait, pour Shapovalov, où ce qu'il se fait briser d'entrée de jeu, un peu plus compliqué au premier set, on le sent bien. Il tenait véritablement bien le coup à la deuxième manche. Il a finalement flanché avec une faute directe en tentant justement de monter au filet son coup d'approche. Mais on sait justement contre Novak, tu ne peux pas simplement faire envoyer la balle et espérer qu'il rate son passing. C'est le genre de joueur qu'il faut que tu lui mettes une pression supplémentaire. Et on l'a vu ce que ça a donné sur la séquence. La balle s'est terminée dans le filet.
Shapovalov n'a pas été en mesure ensuite d'enchaîner avec sa chance de briser. Mais tout de même, tu l'as mentionné, c'est simplement un superbe résultat pour lui. Puis tu l'as mentionné aussi en début un peu plus tôt, c'était une défaite, oui, en Australian Open. On parle d'une défaite un peu plus tôt aussi à Shanghai. Et il y avait la défaite à Rome également au printemps. Donc pour Shapovalov, je pense qu'on peut dire tout simplement mission accomplie. Ça termine très bien sa saison. Lui qui a déclaré maintenant forfait pour ce qui était de l'ATP Next Gen. Donc il lui reste somme toute la Coupe Davis. Donc on va espérer pour lui qu'il puisse se présenter. Ça va être une autre étape de réellement embêter des membres du top 5. Oui. Parce qu'il y a eu des membres du top 15 quand même. Là, on a parlé de Zverev qui était un match... oui, ça s'est rendu en 3-7, mais les 2 sets que Shapovalov a enlevés, c'était 2-6-2, puis c'était convaincant. Zverev n'était pas vraiment dans ces 2 sets-là. Ce match aurait dû se terminer en 2 manches aussi. Shapovalov a véritablement eu ses chances en fin de deuxième set. L'Allemand, expérience ou peut-être un petit écart de conduite de la part de Shapovalov, un petit manque pour ce qui est de concentration, et c'est l'Allemand qui s'est sauvé tout simplement avec ce set, mais en réalité, c'était véritablement à Shapovalov cette rencontre, et heureusement pour lui, il est en mesure d'aller chercher cette 3e manche parce que véritablement, il était seul sur le terrain au premier set. Deuxième set, Zverev faisait simplement s'accrocher le plus possible. Et c'était tout aussi bien, on l'a mentionné, cette fameuse barrière qu'il avait en demi-finale, mais aussi une petite barrière contre l'Allemand, parce que c'était déjà leur 4e affrontement. Il avait perdu ses 3 premiers matchs. On s'entend perdre contre Djokovic 4 fois de suite. Il n'y a rien de honteux là. Non. Il n'y a rien de honteux non plus à perdre contre Zverev, mais on sentait que les 2 joueurs sont sensiblement du même âge. Les comparaisons peuvent se faire tranquillement. Shapovalov était sur une belle lancée. C'est certain qu'il voulait signer cette victoire contre Zverev et il l'a obtenu de brillante façon. Ouais, on est rendu à un point où il joue tellement bien Shapovalov que son niveau actuel lui permet... C'est atteignable, Zverev, puis un gars comme Gaël Monfils, c'est tout aussi atteignable, puis il nous l'a prouvé avec probablement son plus beau match de l'année, un 6-2. 6-2 a laissé aucune chance aux Français devant sa foule. C'était quand même le Masters de Paris, on s'entend. Ouais, vraiment impressionnant de ce côté-là. Et puis, malgré la défaite, il n'a pas montré trop de signes de nervosité par rapport à l'ampleur de la situation. Là, on ne peut pas vraiment dire que ça avait l'air attribuable à la nervosité, cette défaite-là. Il a tout simplement affronté un Djokovic qui, de match en match, toute la semaine, s'est mis à jouer de mieux en mieux. Ça a commencé, je pense qu'il était enrhumé en début de semaine, là, en conférence de presse. On l'entendait, là, il n'y avait pas sa voix normale. Tu voyais qu'il était un petit peu affecté. Son match contre Moutet pour commencer la semaine, il avait son laissez-passer en première ronde. C'était coup-ci, coup-ça contre lui, mais à partir de là, il a vraiment pris sa lancée. Puis il y a eu notamment Stefanos Tsitsipas qui lui avait déjà donné du fil à retordre dans certains de leurs affrontements, mais cette fois-là, ça a été vraiment... Ça a été vraiment d'une facilité déconcertante pour Djokovic avec un 6-1, 6-2. Puis éventuellement, il y a eu cette victoire-là contre Shapovalov en finale. Exactement. Puis entre deux, il y avait eu ce gain contre Grigor Dimitrov aussi. Encore une fois, c'était pas une balade dans le parc pour ce qui est du Serbe, mais honnêtement, a été franchement dominant. Donc, tu l'as mentionné, si on met de côté ce premier match du tournoi pour Novak, sensiblement un tournoi auquel il a filé tout simplement vers la victoire. On sentait qu'il voulait ce 5e titre à Paris, un 5e titre cette saison, un 34e titre pour ce qui est Masters 1000, qui l'approche en fait à un titre de Rafael Nadal pour ce qui est de la série 1000 du côté de l'ATP. Et je dis qu'il voulait véritablement, oui, les chiffres que je viens de vous mentionner, mais en même temps, du côté de Novak, il savait qu'il perdait son premier rang mondial, qu'il avait besoin de gagner ce tournoi pour encore, disons, augmenter ses chances de retrouver son trône. Et là, ça va être une question de savoir surtout si Nadal peut se présenter pour ce qui est des finales d'ATP, mais c'est toujours plaisant. Le dernier tournoi de l'année regroupe non seulement les 8 meilleurs joueurs au monde pour ce qui est de la saison, mais également un petit enjeu avec le premier rang mondial. Ça ajouterait un petit peu de piquant, je trouve, pour cette c'est le fun, finale. Parce qu'on sait que Djokovic, quand la motivation y est, comme dans tous les grands chelems, il nous en a fait la preuve en remportant tellement dans la dernière année et demie. Il a sa motivation en ce moment, c'est de s'accrocher à cette dernière chance-là, de reprendre le premier rang mondial à Nadal avant la fin de l'année. C'est sûr que ça dépend, comme on l'a dit, énormément de ce qui va se passer dans les prochaines heures. Nadal, au moment de son abandon contre Shapovalov, disait écoutez, c'est une blessure aux abdominaux, on va faire des tests à tous les jours pour voir comment ça évolue, cette situation-là. Des fois, c'est quelque chose qui peut se régler en l'espace de 2 jours. Des fois, ça peut prendre une semaine et plus. A des mauvais souvenirs de sa dernière saison dans laquelle, après l'US Open, n'a rien joué du tout. Donc, c'est sûr qu'il ne veut pas que ça s'empire, cette blessure-là, puis que ça lui coûte le début de son année 2020. Donc, c'est difficile parce que ce sont 2 gars, évidemment, super compétitifs qui bataillent pour le premier rang mondial. Ça va être intéressant. J'imagine que mardi, on en saura plus sur la condition de Nadal, puis est-ce qu'il sera
un des 8 participants au final de l'ATP. Parce que c'est certain que l'Espagnol souhaite terminer l'année au premier rang. Ce serait une 4e ou une 5e fois pour lui, en fait, au cours de sa carrière. C'est la 8e fois qu'il devient numéro 1 mondial. C'est le plus vieux, en fait, il est âgé de 33 ans. C'est le 2e plus vieux depuis 1973 à atteindre le premier rang mondial. Le dernier étant un certain Roger Federer qui l'a fait en 2018 alors qu'il était âgé de 36 ans. Mais pour Nadal, c'est de savoir est-ce qu'il veut véritablement terminer l'année au premier rang et risquer d'hypothéquer son début de saison 2020 parce que la pause n'est pas très longue là, pour les joueurs et les joueuses circuit WTA et ATP. Le Australian Open arrive très vite. Plusieurs joueurs, oui, veulent s'offrir un peu de congé, retourner à l'entraînement quand même assez rapidement, les tournois préparatoires ensuite, et on se lance pour le premier grand chelem de la saison qui est dans des conditions pas faciles, on le sait bien, avec la chaleur, l'humidité pour ce qui est de l'Australie. Donc, ça revient très vite. Donc, c'est à voir avec le clan Nadal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on penche sur le long terme puis on se dit, on verra pour ce qui est des abdominaux, on va viser tout simplement 2020 ou peut-être que la blessure est minime aussi et qu'il s'est retiré tout juste à temps. On sait que c'est infligé la blessure, il disait, lors de son échauffement, tout juste avant d'affronter Shapovalov. Donc, ça va devoir, c'est peut-être minime en soi, bénin, et il pourra se présenter à Londres. Donc, on va le savoir véritablement au cours sans doute des prochaines heures, en fait. De la manière qu'il disait, ça l'empêchait surtout de bien frapper ses services. Je ne sais pas si ça l'embête dans d'autres facettes de son jeu. C'est sûr qu'avec le transfert de poids et tout, les abdominaux sont sollicités, c'est certain. Mais ça va être intéressant de voir ça parce que tout allait bien pour Nadal. Là, il était de retour pour son premier tournoi depuis quand il a participé à la Laver Cup. Son tennis était très bon cette semaine. Il venait de se marier avec la femme de sa vie, mais là, ce petit pépin-là arrive pour lui mettre des bâtons dans les roues une fois de plus. Exactement. Donc, on verra pour ce qui est de la suite de la saison du côté de Nadal et du côté de Djokovic. Lui, il peut simplement faire contrôler son destin, donc c'est-à-dire aller à Londres et tenter de gagner le plus de matchs possible. Se doit, lui, de toute façon, d'atteindre la finale justement du tournoi de fin de saison pour ce qui est des hommes. Donc, de son côté, il aura son sort entre ses mains. On aura également le tirage au sort aussi pour voir parmi les 8 joueurs qui se retrouvera, pas dire chanceux ou malchanceux, mais il y a tout le temps un groupe qui est tout le temps plus relevé que les autres, même si c'est les 8 meilleurs. Mais on s'entend que ça donne du tennis très relevé chaque année. Donc, on a hâte de voir ce tirage au sort. Définitivement. Je t'invite à passer peut-être un peu au côté féminin avec les finales de la WTA. Parce que, mine de rien, c'était le dernier tournoi de la saison du côté des femmes. Et puis, on avait tous hâte de voir à sa première participation à ces finales de la WTA qu'est-ce que Bianca Andreescu allait faire. Malheureusement pour elle, ça s'est terminé avec un abandon. On sait que déjà au premier match, il y avait eu quelques ennuis du côté physique. Ça avait été un long 3-7 contre Simona Halep dans lequel elle avait eu une belle chance de mettre fin à ce match-là dès le deuxième set. Puis c'est vraiment à la troisième manche que son dos a commencé à la faire souffrir. Donc on pensait déjà là, en conférence de presse, on l'entendait dire ça s'est pas super bien passé. Il y avait vraiment de la douleur, puis ça a été compliqué de terminer ce match-là. On se disait, s'il y a un abandon, ça va peut-être être relatif à son dos. Finalement, elle a joué son deuxième match du tournoi à la ronde contre Karolina Pliskova. Et puis cette fois-là, c'est son genou qui lui a joué des tours et puis qui a finalement eu raison de sa participation au tournoi. Là, après un 6-3 encaissé au premier set, Andreescu qui abandonne. Malheureusement pour elle, elle n'a pas pu aller plus loin dans ce tournoi-là, ce qui veut dire qu'elle termine la saison au 5e rang, ce qui est quand même pas rien. Là. C'est extraordinaire. Son objectif ambitieux, c'était de finir dans le top 3, mais elle termine à quelques 300 points de Naomi Osaka pour cette 3e place. C'est simplement extraordinaire lorsqu'on se rappelle qu'elle a entamé la saison au 152e rang mondial pour Andreescu. Tu as mentionné cette blessure en fait qui met un terme à sa saison alors qu'elle tentait de retourner un service, 5e jeu de son match contre Pliskova, en fait. Et ce qui est dommage, je dirais, dans le tournoi d'Andreescu, c'est que lorsqu'on regardait ses statistiques, on se disait que ce tournoi, il y allait parfaitement parce que c'était contre les 8 meilleures joueuses au monde et on connaissait sa fiche, justement, contre des joueuses du top 10, alors qu'elle semblait pratiquement imbattable contre ces joueuses. Mais là, c'est le corps, tout simplement, qui a lâché de son côté. Je pense que ça nous permet juste de faire un bilan de sa saison qui est, oui, incroyable en soi, parsemé aussi de blessures, il faut le mentionner. Là, elle était vraiment, forte dans des moments clé au cours de sa saison. C'est évident que Indian Wells, on le voyait. Son début de saison est tout simplement incroyable. J'ai hâte de voir comment elle pourra enchaîner en 2020 parce qu'elle a énormément de points à défendre en début d'année. Déjà à Auckland, elle avait réussi à faire la finale. Quand même, en Australie, elle avait été en mesure de bien se débrouiller. Je me souviens bien, c'est un 2e tour, mais c'est tout de même un très bon tennis. Et évidemment, il y a Indian Wells qui se pointe le bout du nez par la suite. Là, il y aura toute la saison sur terre battue qu'elle a raté cette saison, en fait, en raison de cette blessure à l'épaule. Là, on sait ensuite l'histoire qui se produit sur dur avec la Coupe Rogers à Toronto. Elle enchaîne avec sa victoire au US Open. Donc, ça va être véritablement à suivre du côté d'Andreescu, mais c'est au-delà des espérances, en fait. Je me rappelle encore avoir parlé avec elle
en 2018 du côté de Granby, alors qu'elle allait disputer justement cette première saison complète sur le circuit WTA. On voyait cette confiance en elle, mais elle ne pouvait pas effleurer le fait qu'elle allait terminer si proche du numéro 1 non, du premier rang. Je pense qu'elle y a jamais vraiment cru avant que ça se produise de soulever ce fameux trophée US Open, qu'elle était championne d'un tournoi majeur après avoir commencé, comme tu l'as dit, à l'extérieur, commencé l'année à l'extérieur du top 150. Et puis, mine de rien, elle va probablement être une des 2 ou 3 favorites pour remporter l'Omnium d'Australie en tant que dernière à avoir gagné un tournoi majeur. Et puis, sur surface dure en plus, à New York. Donc, logiquement, on va vraiment la considérer comme une des grandes favorites dans 2 mois environ, là, en janvier prochain. Tout à fait. Il aurait été, je dirais, la Bianca Andreescu du début à la fin qu'on a connue, compétitive à souhait. Encore une fois, lorsqu'elle sentait sa blessure, et on se dit c'est un tournoi de fin de saison, elle n'a plus vraiment grand-chose à gagner. Tout simplement, sa participation était une victoire en soi. Et là, on la sentait, elle était en larmes véritablement sur sa chaise. Encore une fois, que Sylvain Bruno, près d'elle, elle disait qu'elle ne voulait absolument pas abandonner. C'est véritablement son corps qui a fait en sorte qu'elle devait arrêter. Ouais. Mais on sentait toute cette passion et quand même tout ce niveau de compétition en elle, qu'elle voulait tout faire sauf justement arrêter ce match contre Pliskova. Mais à un moment, il a fallu tirer la plug, en fait, de son côté. Donc, on peut se diriger avec confiance, en fait, pour 2020 de son côté. Ben, on a fait le tour des blessures d'Andreescu, mais on reste un peu dans la thématique, malheureusement, parce que l'ensemble des finales de WTA, un des thèmes de la semaine, ça a quand même été les blessures puis les abandons. Il y en a eu quand même plusieurs. On vient juste de parler d'Andreescu. Il y a eu Naomi Osaka qui, après un seul match du tournoi à la ronde, n'était plus là. Abandon de son côté. Kiki Bertens, qui était une remplaçante arrivée à la dernière minute, après 2 matchs de tournoi à la ronde, abandon contre Bencic, puis elle-même, Belinda Bencic, qui avait une chance de se qualifier pour la finale, se rend en demi-finale pour un affrontement avec Elina Svitolina. Et puis, au 3e set, à 4-1, c'était trop souffrant, c'en était trop. Ça a été l'abandon de ce côté-là aussi. Donc, tout ça pour dire que ça se ressent que c'est la fin du calendrier et puis les bobos pour plusieurs joueurs c'est assez évident tout ça. Exactement. Est-ce que ça soulève un questionnement prochainement du côté de la WTA et on verra du côté de l'ATP alors que les finales de Londres vont s'amorcer, mais est-ce que c'est un calendrier trop condensé? On sait que les joueurs et joueuses l'ont mentionné à quelques reprises, c'est beaucoup de tournois en peu de temps. La fin de saison va quand même à un rythme folle depuis en fait Wimbledon parce que les tournois s'enchaînent. Ceux qui veulent participer à la compétition, à la tournée en Asie pour justement tenter de se classer pour ce tournoi de fin de saison qui donne tout de même des points au classement. Là, ce n'est pas à négliger non plus. Donc, certains joueurs, c'est évident, sont hypothéqués. C'est tout de même glorieux de se présenter tout simplement à ce tournoi. Donc, oui, on met de côté un peu les bobos, mais ça demeure que tu dois jouer contre les 7 autres meilleurs au monde selon le tableau qui est devant toi. Donc, tu es certain de jouer contre un membre du top 10 mondial match après match. Normalement, tu ne verrais pas en grand chelem. Tu verrais ça pour 2 ou 3 rencontres. Donc, c'est certain que c'est du tennis de haut niveau à haute intensité. C'est en demander beaucoup pour le corps de jouer aux 2 jours, justement, ce type de match. On l'a vu dans le cas du côté des femmes, en fait. Ils ont été plusieurs à abandonner, malheureusement, pour le spectacle en soi. C'est certain que les remplaçants sont de qualité. Il y a Sofia Kenin qui a remplacé Bianca Andreescu, qui, l'américaine aussi, connaissait une excellente saison, sauf que ce n'est pas ce qu'on souhaite et on espère que ce ne sera pas le cas du côté des hommes. Sauf que si c'est la même chose qui se produit, ce sera à se demander est-ce qu'il y a un moyen de changer la formule un peu, même si c'est très attrayant pour les spectateurs et pour les amateurs de tennis à la maison de voir les 8 meilleurs réunis et jouer l'un contre l'autre. Un tournoi à la ronde, c'est peut-être beaucoup demandé aussi de disputer autant de tennis. Ça se passe quand même au 11e mois d'une longue saison. C'est sûr que c'est pas tous les joueurs qui vont arriver là frais et prêts à offrir leur meilleur tennis. C'est vrai qu'il y a une petite pause à quelque part à l'automne, mais il y en a quand même qui traînent des blessures et qui ont hâte d'avoir ce mois et demi-là de repos pour revenir pour la saison suivante. Mais tout ça pour dire qu'on a eu droit à une finale entre la championne en titre de l'année dernière, on a parlé de l'Ukrainienne Svitolina, et puis la numéro 1, Ashley Barty, qui a finalement triomphé en 2-7. Franchement, là, on parle beaucoup d'Andreescu puisqu'elle a représenté pour le tennis féminin pour l'année 2019. Mais que dire quand même de l'Australienne Barty, ce qu'elle a réussi à accomplir. Elle termine l'année avec 2000 points de plus que sa plus proche poursuivante au classement. Ça lui permet d'être la joueuse ayant accumulé le plus de points à la fin d'une saison depuis Angelique Kerber en 2016. Ça a été une année de première pour elle aussi, premier majeur à Roland-Garros. Premier titre au final de la WTA et puis première Australienne aussi à terminer une année au premier rang mondial. Franchement, c'est impressionnant. On connaissait la variété de son jeu puis à quel point elle exécute bien sur un terrain.
Mais maintenant, les résultats suivent tout ce talent-là qu'on lui connaît, puis cette variété-là dans son jeu. Exactement. On sait que c'est incroyable aussi en ce qui la concerne, en raison de cette pause qu'elle a prise du tennis pendant plusieurs années. Elle revient et connaît du succès aussi rapidement. Elle est âgée que de 23 ans aussi. Donc, c'est une de ces joueurs, justement, qu'on voyait montante un peu et qu'on parle de la prochaine relève du côté du tennis féminin WTA, ça va être à se demander combien de temps qu'elle pourra rester au sommet de son côté, Barty, parce que tu l'as mentionné, elle a le jeu pour exceller sur le circuit et sur toutes les surfaces. On la voyait sur dur être très bonne, elle était en mesure d'enchaîner ensuite sur terre battue, ce qui était déjà peut-être une surprise pour certains, mais elle a très bien fait à Roland-Garros et je te dirais même, la surprise n'étant pas de ce qu'elle a fait à Roland-Garros, mais elle a enchaîné immédiatement après avec une victoire sur gazon à Birmingham. Alors, on voyait véritablement qu'elle était capable de se débrouiller sur toutes les surfaces. Donc, c'est une joueuse véritablement tout-terrain et c'est ce qu'on souhaite inévitablement pour tous les meilleurs au monde, en fait, être capable de dominer sur plusieurs surfaces et non pas sur quelques-unes et profiter de la situation lorsque la surface survient, en fait. Donc, elle a véritablement aussi survolé sa finale contre Svitolina. Svitolina qui connaissait un excellent tournoi. De son côté, elle avait été la parfaite, du côté en ronde préliminaire, alors que Barty avait perdu un match pour le tour préliminaire. Oui, je ne sais pas si ça a pu jouer un peu sur la nervosité, mais la bourse qui était à l'enjeu pour ce tournoi-là, c'était, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais c'est assez impressionnant. Là, on parle de la plus grande bourse qui a jamais été remise dans le tennis féminin ou masculin confondu. Quand on dit qu'on veut l'équité entre les deux volets du sport, entre l'ATP et la WTA, c'est 4, j'avais le chiffre ici, 4,725 millions de dollars que Ashley Barty a empoché en remportant ce tournoi-là. Puis ce qu'il y avait comme enjeu pour Svitolina, c'est qu'il y a comme une clause qui veut que si tu termines ton tournoi en ayant perdu aucun de tes matchs, chose qui n'était pas le cas pour Barty qui a subi une défaite contre Bertens au tournoi à la ronde, mais ça aurait été bonifié cette bourse-là. Je pense que ça aurait pu dépasser les 5 millions ce qu'aurait empoché Svitolina. On voulait une dose de motivation. On parlait tantôt pour ce tournoi, là, tu viens d'en nommer tout un en effet pour les joueurs, puis c'est tout simplement incroyable ce que Svitolina aurait pu réaliser justement contre les meilleurs joueurs sur le circuit. Ouais. Alors qu'elle a connu une année, on dirait, passé sous le radar, connu quelques bons résultats à gauche, à droite. C'était véritablement. C'est là qu'on l'a revu en fait en fin d'année, elle se plaît, on dirait, le tournoi les finales de WTA. Parce que pour ce qui est de la saison, on n'a pas connu sa meilleure campagne, a été quelques résultats décevants, quelques bons résultats, mais somme toute, c'était vraiment beaucoup de hauts et beaucoup de bas pour l'Ukrainienne, mais elle termine en force. Ouais, elle n'avait pas été capable d'ajouter de titres à son palmarès. Quelques demi-finales, on se souvient qu'elle avait perdu contre Andreescu, le tournoi qui avait fait d'Andreescu une révélation probablement aux yeux de bien des amateurs à Indian Wells. C'était une très belle demi-finale entre ces deux-là. Mais ouais, il y a quelque chose au mois de novembre, puis à Shenzhen, ça a fonctionné pour Svitolina. Elle a retrouvé juste à temps son jeu pour lui permettre d'être finaliste puis d'empocher, c'est pas rien, là, de 2,75 millions de dollars de son côté pour la finaliste. Mais je crois que c'était une superbe conclusion pour la saison WTA. C'est certain qu'on aurait voulu Andreescu pour clore un peu ce conte de fées tant du côté canadien que pour ce qui est de la WTA en soi, parce que ça a été la révélation cette année et la joueuse sur le circuit. Il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas mettre de côté tout ce que Ashley Barty a réalisé. Tu as bien fait de le mentionner. Je crois que le résultat lui revient en soi pour la fin de la saison. Elle mérite d'être celle qui termine avec la couronne mondiale et le titre des finales de la WTA. Oui, ça va être intéressant de voir comment elle va gérer la pression d'être sécurité à la loupe quand elle va revenir à Melbourne en janvier. Oui. Ça va être la numéro 1. On va s'attendre de sa part à ce qu'elle se rende loin. Probablement une finale si c'est pas le titre. Là. Les attentes ne seront pas moins que ça. Mais déjà, elle va avoir un petit avant-goût de ça parce qu'il va y avoir la finale de la Fed Cup dès les prochains jours, les samedis et dimanches 9 et 10 novembre. On va regarder un petit œil là-dessus. Australie contre France pour la suprématie dans la Fed Cup. Exactement. Non, le tennis est loin d'être terminé. Puis si on a parlé un peu de nos Canadiens sur le circuit de l'ATP, WTA, mais Challenger, Vasek Pospisil, ça continue de très bien aller là, pour lui. Il vient de remporter un deuxième tournoi consécutif, cette fois du côté de la Virginie, contre son compatriote Braden Schnur. Une belle victoire pour notre Canadien qui a véritablement... Pour lui, c'est tout simplement encourageant. Puis c'est un peu l'histoire qui se répète dans chacune de nos balados. On est heureux pour lui en raison de tous ces pépins physiques qu'il a connus dernièrement. Mais là, son jeu est vraiment en place et on sent qu'il remporte, des matchs qui sont à sa portée. On veut dire, Vasek, normalement, lorsqu'il est à son mieux, c'est pas un joueur de tournoi Challenger, mais pour ce qui est de la confiance, refaire son jeu, il n'y a rien de mieux et il remporte ses tournois. Donc, rendu là, il fait le travail qu'il lui a demandé. Oui, c'est une sage stratégie de sa part, puis avec son nouvel entraîneur, Frank Dancevich. D'ailleurs, cette association-là,
on peut dire, on a un échantillon assez grand pour dire que ça fonctionne, puis que Danicevic a vraiment réussi à amener le jeu de Vasek Pospisil à un niveau semblable à ce qu'il avait avant d'avoir cette fameuse hernie discale. Mais comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'on se répète de podcast en podcast. Ça va vraiment bien pour Pospisil. Ce deuxième titre-là, après celui de Las Vegas il y a 2 semaines, ça lui permet d'avancer encore de 21 places supplémentaires. Ça l'amène au 153e rang mondial. On sait que son meilleur classement en carrière, c'est peut-être quelque chose, je ne veux pas dire inatteignable, on ne lui mettra pas de limite, mais il avait été 25e en 2014. Mais très certainement, en 2020, s'il continue à jouer aussi bien puis à nous servir le genre de tennis qu'il a joué au circuit Challenger, à Shanghai aussi, quand il avait amené Medvedev presque à la limite de 2 sets. Là, ça a été 2 sets très serrés. Je pense qu'une place dans le top 50 pour Vasek Pospisil, c'est très certainement dans le domaine du possible. Exactement. Et autre point positif de son côté, lui, il engrange de l'expérience et beaucoup de matchs alors qu'il n'en a pas disputé beaucoup, évidemment, en début de saison. Et alors que la Coupe Davis s'amène pour lui, c'est plus tennis, il peut mettre derrière sa raquette, mieux c'est, tant pour lui que pour la formation canadienne également, parce que là, on va avoir véritablement plusieurs joueurs sur lesquels reposer, selon évidemment ce qui va arriver du côté des blessures. Là, on sait que Raonic non plus pas la grande santé. Du côté de Félix, là, lui, c'est sa cheville, évidemment, qui a fait en sorte qu'il a dû déclarer forfait pour 2 tournois. Donc, ça va être de voir. Mais un Vasek en confiance, ça peut justement aider le capitaine de la Coupe Davis, le Frank Danicevic, pour faire ses choix éventuellement, ou du moins calmer un peu les attentes, parce qu'on sait que le Canada avait quand même de fortes ambitions, mais ça tout dépend de sa composition de l'équipe. Oui, c'est vrai. Puis effectivement, ça va vraiment dépendre aux conditions de santé de tout le monde. Mais si tout le monde réussit à guérir ses bobos à temps, ça ne fait que renforcer l'idée que le Canada a vraiment une délégation qui peut rivaliser avec les meilleures nations au monde. C'est ce que je retiens de tout ça. Puis ça va être intéressant si tous les dés tombent bien pour la délégation canadienne. Exactement. Et là, du côté de Vasek, on se dirige du côté de Tennessee pour un autre tournoi Challenger pour ce qui est du Canadien. Puis peut-être mentionner aussi ce que ça représente pour Schnur. C'est sûr qu'il y a la déception d'avoir perdu en finale. Mais même s'il y a eu un passage à vide, ce maintien dans le top 100, Schnur, ça lui permet cette présence-là jusqu'en finale. Là, ça lui permet de grimper de 6 places jusqu'au 93e rang mondial. Donc c'est vraiment un gars qui passe souvent sous le radar dans les discussions tennis, mais maintient un fort calibre de jeu, surtout dans les tournois Challenger comme ça. Il va quand même avoir la satisfaction d'avoir terminé son année 2019 avec sa première finale sur le circuit ATP à New York en début d'année. Exactement. Pour lui aussi, ça clôt bien un peu sa fin de saison. Là. On sait qu'il en reste encore quelques tournois. Sinon, du côté en fait canadien, j'avais juste peut-être le résultat en fait de mentionner la Canadienne Françoise Abanda, elle, qui a perdu en fait son match de deuxième tour du côté de Toronto, du côté du circuit l'ITF, mais elle, c'est encore une fois une blessure qui la force véritablement à se retirer. Là, c'est son épaule qui n'a pas tenu le coup dans son match. Puis je fais simplement le mentionner parce qu'elle a effectué un retour au jeu dernièrement. Elle avait tout de même atteint les demi-finales du côté du Saguenay, donc pour la Québécoise. Donc de son côté, encore une fois, c'est vraiment question de santé. Le corps ne semble pas tenir le coup et c'est difficile pour Abanda dernièrement d'engranger des résultats, mais tout de même, je trouve intéressant de le mentionner qu'elle avait atteint le carré d'as dans un tournoi à son retour au jeu. Donc souhaite pour elle aussi de son côté que ça puisse se replacer un peu au courant de l'hiver puis entamer une nouvelle saison là, parce que ça n'a pas été facile de son côté pour l'année en raison justement des blessures là, qui l'ont tenu loin du terrain la plupart du temps. Oui, puis à travers tout ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais on reste un peu dans la thématique des blessures de Félix Auger-Aliassime. On sait, il y avait eu la déception quand il a annoncé qu'il serait ni au Masters de Paris ni au tournoi Next Gen. Ça m'amène un peu à ce qu'on parle de ce fameux tournoi réservé à la relève. Il n'y aura peut-être pas le calibre qu'on souhaitait, puis les supporters canadiens n'auront malheureusement pas la chance de voir et Félix et Denis Shapovalov être présents. Dans le cas de Félix, c'était su depuis une dizaine de jours, mais dans le cas de Shapovalov, c'est vraiment attribuable à la fatigue d'avoir joué beaucoup de matchs. C'est sûr que au moment où c'était prévu, où il a confirmé sa place à ce tournoi de la relève à Milan, il n'avait pas dans l'idée qu'il allait peut-être remporter un tournoi et se rendre très loin au Masters de Paris par la suite. Donc, c'est une décision qui est à la fois décevante à prendre pour lui, mais ça veut dire quand même qu'il a joué beaucoup de matchs de tennis. Puis qui a gagné de bons résultats. C'est ça, exact, qui a engrangé des points. Donc,
c'est un peu une décision douce, amère, comme on dit. Exactement. J'aimerais voir aussi quelle est la perception des joueurs de ce tournoi de la prochaine génération. C'est super lorsqu'on pense à, par exemple, des Casper Ruud ou Hugo Humbert qui a connu une très bonne saison et qui mérite justement d'avoir ce petit tournoi un peu plus huppé, un peu plus spécial pour ces joueurs de la relève. Mais lorsque je regarde, par exemple, Alex de Minaur, qui véritablement, on sait qu'il est dans une classe à part littéralement. Je ne dis pas qu'il va remporter le tournoi et que ce sera facile pour lui, mais véritablement, il pouvait même pendant un temps être discussion pour les tournois de fin de saison parce qu'il a véritablement connu du succès cette année, l'Australien. Donc, c'est un peu plus compliqué pour lui. Ça permet à d'autres joueurs d'être reconnus, mais je regarde le tableau justement. Puis Frances Tiafoe me semble un vétéran du groupe ou un joueur qui est véritablement sur la fin d'être la next-gen. On parle depuis longtemps de lui tout de même du côté des Américains, mais j'essaie aussi d'être emballé par la formule du tournoi. On sait que l'ATP, c'est comme on y va avec essai-erreur pour ce qui est de la next-gen. On tente des nouveaux règlements. On mentionne justement ces sets de 4 points, dont je ne suis pas très friand et je crois que c'est la même chose de 4 jeux. De 4 jeux, oui, c'est vrai, excusez. 4 points, ça serait peut-être un peu trop rapide, mais 4 comme jeux. mode. Ce serait un peu trop rapide, mais oui, 4 jeux, donc je suis pas très friand de la formule, justement, parce que je trouve déjà que ça va trop vite. Et ce n'est même pas 4 points, mais 4 jeux, je trouve que ça favorise trop les grands serveurs. Je suis totalement d'accord avec toi. On dirait il manque quelque chose pour vraiment venir chercher mon intérêt du côté de la next-gen. C'est sûr que je vais regarder un œil parce que je suis curieux de savoir ce que Alex de Minaur va faire là, en tant que logiquement le favori de ce groupe de 8 joueurs-là. Je suis aussi curieux de savoir ce que Yannick Sinner peut faire en tant que wildcard, l'invité italien, là, le favori de la foule. Tellement eu des beaux matchs, pas nécessairement des fois dans des victoires, mais des fois il a tenu bon contre d'excellents joueurs. Je me rappelle d'un match d'ailleurs au US Open contre Stan Wawrinka où il avait tenu jusqu'à la fin. Ça montre que ce gars-là peut faire du dommage. Puis je pense que ça pourrait être un des joueurs qui peut embêter des mineurs. D'ailleurs, ils ne sont pas dans le même groupe, donc ça pourrait faciliter sa tâche. Ça pourrait le faciliter. J'ai hâte de voir aussi, on parle du groupe de mineurs, j'ai hâte de voir Kekmanovic ce qu'il pourrait faire. Lui, on a entendu parler évidemment dernièrement avec Shapovalov, mais c'est à voir véritablement de ce côté. Je ne suis pas contre la tenue de ce tournoi et tenter quelque chose du côté de l'ATP. On a parlé des 4 jeux. Ça ne fonctionne peut-être pas, mais à certains points qu'on peut peut-être y aller et simplement essayer, c'est un beau moyen parce que c'est un peu plus amusant, si on veut, un peu plus frivole comme tournoi. Donc, on n'a pas à être trop nerveux des résultats en soi. Et je pense que les joueurs peuvent l'apprécier aussi de ce point de vue-là. C'est tout simplement aussi spécial de n'a pas les corridors sur le terrain ou d'autres règlements aussi qu'on avait essayé par le passé. C'était les premiers services, ça frappe le filet, que ça tombe de l'autre côté. Il n'y a pas le fameux net, on continue le jeu, même si c'est de la sorte. Donc, je ne dis pas que je suis en accord ou en désaccord avec ces règlements, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait cette plateforme, au moins pour tenter d'ajuster le tir. Éventuellement, on verra si certains règlements vont se transférer sur le circuit professionnel à l'année. Oui, c'est pas dénudé d'intérêt, tout ça. Peut-être qu'on y porterait davantage d'attention si c'était pas du fait qu'on nous vende continuellement la relève, puis que la relève n'arrive jamais à déloger le fameux ordre établi du Big Three. C'est sûr que ça aiderait si on pouvait vraiment croire qu'un de ces 8 joueurs-là dans un avenir pas trop loin pourrait déranger. En fait, il y aurait eu Tsitsipas qui, logiquement, est dans la conversation, mais alors qu'il a encore juste 22 ans, là, il aurait été admissible à ce tournoi-là. Mais c'est l'évidence même. Là, il va être au final de l'ATP. C'était même pas une question à débattre dans son cas. Non, tout à fait. Ça dépend aussi des joueurs qui décident de se présenter. Là, on a parlé de Shapovalov qui n'est pas présent. Si on ajoutait un Félix Auger-Aliassime également, tout d'un coup, le tableau semble bien plus relevé. Par les années passées aussi, Alexander Zverev qui avait été présent la première année qu'il l'avait fait. Il ne se présente pas la deuxième année, on se rappelle l'an passé, parce qu'il va remporter le tournoi de Londres éventuellement. Mais c'est certain qu'on met des joueurs de ce calibre dans ce tournoi et tout d'un coup, on parle, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on parle de l'ATP Next Gen et non pas simplement l'ATP Next Generation. Donc, pour le moment, mais encore une fois, genre d'assister à ce tournoi, voir ce qu'Alex de Minaur va pouvoir faire parce que c'est l'attraction du tournoi présent à Milan. Oui. En fait, ça va être une mise en bouche pour le réel tournoi qui va suivre la semaine prochaine. Évidemment, dans les prochaines heures, on va suivre quels 4 joueurs tomberont dans le groupe A, quels 4 tomberont dans le groupe B, et aussi si Rafael Nadal sera là. Sinon, nous, on commence aussi à arriver vers la fin de notre saison de balado. Il va y avoir probablement au moins un autre dans lequel on va parler évidemment des finales de l'ATP. On sait que la Coupe Davis ce fameux rendez-vous de la Coupe Davis qui s'en vient, ça va être intéressant de suivre ça aussi. Donc, on vous encourage fortement à regarder justement les finales de l'ATP dont on parlait sur les zones de RDS en compagnie de
Hélène et Yvon à la description et à l'analyse. Et d'ici là, on vous invite nous à suivre tous les balados qu'offre RDS. On a parlé, ils sont disponibles sur iHeartRadio, Spreaker, iTunes, donc disponibles sur toutes les plateformes. Il en a véritablement pour tous les goûts. Évidemment, si vous écoutez, vous êtes amateur de tennis, donc pour à la volée, mais sinon, arts martiaux mixtes, on parle dans la cage, également sur la glace pour ce qui est du hockey junior, le compte de 8 pour ce qui est de la boxe, on jase évidemment pour le hockey, ça va de soi, le sac du corps pour ce qui est de la NFL, les Alouettes qui vont entamer les séries éliminatoires prochainement. Il y en a véritablement pour tous les goûts. Et là, désolé, j'en oublie, c'est certain. Mais tous des balados que tu écoutes religieusement, j'en suis convaincu, Max. Et voilà, plusieurs heures dans ma journée, plusieurs balados, c'est parfait. C'est bien beau. Bien, je pense que ça termine sur une bonne note, puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de l'excellent tennis et on se voit très bientôt. Merci, bon Max. tennis, au revoir. Salut.